L'évolution du système nerveux des différentes clades de vertébrés s'effectue à partir d'un modèle initial que l'on va retrouver chez les vertébrés les plus archaïques tels que la lamproie. Chez cette dernière, l'encéphale est constitué principalement d'un tronc cérébral, des ganglions de la base et du thalamus. Le pallium, qui est l'équivalent de ce que deviendra le cortex chez les mammifères, est quasiment pas développé chez cet animal. Le développement du système nerveux chez les différentes clades de vertébrés va associer une augmentation du coefficient d'encéphalisation, c'est-à-dire le rapport du volume du cerveau par rapport au volume du corps, une augmentation de la taille du pallium, qui va devenir le cortex chez les vertébrés, et une différenciation de celui-ci en zones plus spécialisées. Ainsi, chez les vertébrés, ce pallium devient cortex en s'organisant en 6 couches de neurones qui associent des neurones activateurs et des neurones inhibiteurs. Son volume va représenter plus de 50% du volume cérébral et peut aller jusqu'à 80% chez les primates. Et cette augmentation de volume s'associe à une spécialisation de plus en plus importante des différentes aires corticales. Cette spécialisation est corroborée à une explosion du registre comportemental chez l'homme, sur lequel il n'est pas forcément nécessaire de revenir. Ce qui est intéressant, c'est que cette évolution va se faire de façon parallèle dans d'autres clades de vertébrés. Ainsi, on va observer une augmentation du volume du pallium et une ségrégation en noyaux spécialisés chez certaines espèces d'oiseaux chanteurs qui présentent des comportements sociaux et des systèmes de communication élaborés. Les corvidés, chez lesquels le pallium représente plus de 50% du volume cérébral, sont capables de comportements cognitifs dont certains, comme les corbeaux de Calédonie, sont équivalents aux tâches que peuvent résoudre des enfants de 3 ans. On ne connaît pas bien l'évolution de ces aires chez d'autres espèces telles que les amphibiens et les reptiles. Cependant, chez les poissons, il semblerait qu'un développement parallèle soit apparu, puisque certains poissons de récif qui possèdent un pallium qui représente plus de 50% du volume cérébral et qui est différencié en noyaux spécialisés, sont capables de tâches cognitives complexes et d'utiliser des outils, par exemple. Pour modéliser le fonctionnement de ce réseau dans une tâche de choix, on peut utiliser ce type de formalisme que je vous représente ici. Dans celui-ci, la boucle qui implique le thalamus et les ganglions de la base, telle qu'elle va être observée chez des animaux archaïques comme la lamproie, va agir comme un acteur. Le jeu des interactions dynamiques qui associent des boucles de rétroaction positive et un système d'inhibition latérale va permettre un processus de compétition qui va permettre de faire émerger un choix. Ce choix est soumis à l'influence d'un critique dont l'interaction entre les deux systèmes va se faire par l'intermédiaire de la substance noire compacte qui va projeter de la dopamine au niveau du striatum et ainsi modifier les choix effectués par l'acteur de façon à favoriser ceux qui sont récompensés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Si l'on représente maintenant le réseau tel qu'il a évolué chez les mammifères, il faut y intégrer un module cortical. Ce cortex est particulier puisque de par sa structure qui intègre des neurones activateurs et des neurones inhibiteurs, il est lui-même capable d'élaborer des processus de compétition au niveau local. Nous allons donc avoir un premier système acteur hérité de l'architecture initiale telle qu'on l'a retrouvée chez la lamproie, dans lequel le système de décision nécessite un passage par la boucle sous-corticale et qui est sous contrôle dopaminergique du critique, et un deuxième système acteur qui, lui, est au niveau cortical. Ce deuxième système acteur est sous l'influence du système sous-cortical, mais il est capable de s'automatiser et de décider par lui-même une fois que les interactions corticales sont suffisamment puissantes. Ces interactions vont être modifiées par un processus d'apprentissage hémien qui est indépendant des processus de renforcement qu'on va observer au niveau sous-cortical. Nous avons montré récemment, chez le primate, comment ces deux réseaux interagissent ensemble. Ainsi, dans une tâche où les primates devaient choisir entre deux cibles, récompensées de façon différente, dans deux conditions expérimentales. Dans une condition expérimentale, les animaux devaient choisir entre deux cibles qu'ils connaissaient, avec lesquelles ils avaient été entraînés depuis le début de leur apprentissage. Dans le deuxième type de condition expérimentale, ils doivent choisir entre deux nouvelles cibles à chaque nouvelle session.
Nous avons effectué ces expériences dans deux conditions expérimentales, une condition contrôle et une condition dans laquelle on bloquait le retour des structures de sortie des ganglions de la base vers le cortex. Dans le premier cas, les animaux choisissent systématiquement la meilleure option lorsqu'ils choisissent entre des cibles qu'ils connaissent parfaitement, avec lesquelles ils avaient été entraînés, et lorsqu'on leur présente de nouvelles cibles, ils vont, par essai-erreur, déterminer laquelle des deux cibles est la plus intéressante et la choisir préférentiellement, exactement de la même façon qu'un pigeon dans l'expérience du bandit manchot dont je vous avais parlé précédemment. Lorsque l'on bloque le retour des ganglions de la base vers le cortex, les animaux sont toujours capables de choisir correctement entre les deux cibles qu'ils connaissaient déjà. Par contre, ils ne sont pas capables d'apprendre de nouvelles cibles. Ils vont continuer à choisir aléatoirement tout au long de l'expérience lorsqu'on leur présente des cibles qu'ils ne connaissent pas. Nous avons dupliqué cette expérience avec un deuxième protocole dans lequel cette fois on ne présentait aux animaux que des cibles qu'ils ne connaissaient pas et nous avons effectué cette expérience sur plusieurs jours. Le premier jour, on présentait à l'animal ces cibles en inhibant la structure de sortie des ganglions de la base. Dans ces cas-là, les animaux n'étaient pas capables d'apprendre à choisir la bonne option. Le deuxième jour, nous leur avons représenté les mêmes cibles, sans bloquer la structure de sortie des ganglions de la base, et dans ces cas-là, les animaux étaient capables d'apprendre la valeur de la cible, et à la fin de l'expérience, choisissaient préférentiellement la cible la plus intéressante. Le troisième jour, nous avons bloqué de nouveau la structure de sortie des ganglions de la base, et cette fois-ci, puisque les animaux avaient appris à différencier les deux cibles la veille, ils continuent à choisir préférentiellement la cible la plus intéressante. Ainsi, nous montrons bien les interactions entre ces deux structures, le cortex et les ganglions de la base, le rôle des ganglions de la base pendant la phase d'apprentissage et la capacité du cortex à choisir une fois qu'il est dans un contexte dans lequel les choix sont déjà connus. Finalement, ces travaux valident l'hypothèse dynamique qui avait été proposée notamment par Grébille ou Ashby, dans lequel les ganglions de la base jouent un rôle pendant la phase d'apprentissage et une fois que cet apprentissage est effectué, le cortex peut fonctionner tout seul. Est-il possible maintenant de réconcilier les autres hypothèses avec ce modèle théorique? En ce qui concerne l'hypothèse d'une opposition entre un système latéral et un système médian, il est tout à fait possible de considérer que ce qu'observaient les auteurs dans le système latéral étaient plutôt des tâches à composantes cognitives qui devenaient de plus en plus motrices une fois que les animaux avançaient dans leur apprentissage. Ainsi, cette opposition ne serait pas une opposition entre un processus délibératif et un processus habituel, mais plutôt entre un processus nécessitant une implication cognitive et un processus qui s'automatisait sur le plan moteur de plus en plus. En ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle les ganglions de la base sont impliqués dans l'association entre un stimulus et une réponse, alors que le cortex va générer des décisions dans un modèle plus complexe, on peut considérer qu'il nécessite l'intégration d'informations pour construire ce modèle, et ces informations proviennent d'autres structures telles que l'hippocampe, l'amygdale, etc. Et que cette intégration va se faire au niveau du cortex et donc nécessite effectivement ces aires corticales, ce qui expliquerait pourquoi en imagerie fonctionnelle, on voit ces activations plus importantes au niveau des aires corticales. Cette hypothèse théorique permet aussi de généraliser les notions d'habitude ou d'automatisme à celles d'aptitude. En effet, si on prend comme exemple celui de l'apprentissage de la danse classique, il faudra plusieurs années aux jeunes apprentis pour devenir une danseuse étoile. Au fur et à mesure de cet apprentissage, elles vont devoir intégrer plusieurs routines motrices, spatiales et temporelles, et les concaténer afin d'être capables d'effectuer les mouvements complexes que nécessite cette discipline. Une fois que ces mouvements sont appris, il leur est très difficile d'apprendre à les faire d'une autre façon. Donc on va retrouver cette rigidité qui est une des marques significatives des habitudes, mais on l'intègre dans un processus plus dynamique d'apprentissage qui évolue au cours du temps. Cette notion d'apprentissage d'aptitude peut être généralisée au processus cognitif ou limbique, comme cela a été proposé depuis les années 60 par Fitts ou Anderson. Ce cadre théorique permet de revisiter les processus de prise de décision. Il permet aussi de fournir un support neuronal à l'hypothèse qui a été proposée par Daniel Kahneman d'un fonctionnement à deux systèmes. Un système
rapide, automatisé, qui ne demande pas une trop grande charge cognitive, mais qui est facilement sujet à erreur, qui serait donc le système cortical dans ce cas-là, et un système lent, plus délibératif, qui nécessite une plus grande charge cognitive et qui met en jeu des circuits plus importants, qui serait, dans ces cas-là, le circuit cortico-sous-cortical que nous avons décrit initialement. Voilà, j'espère que cette introduction à la neurobiologie de la prise de décision vous aura intéressé, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous en référer aux quelques ouvrages qui vous sont présentés ici.